Bonjour, je suis Stéphane Barenski, éditeur en chef du magazine. Nous voulons vous rappeler que hier, nous avons fêté un anniversaire important pour le transport spatial européen. C'était le 35e anniversaire du premier lancement d'Ariane 4. Ça fait longtemps maintenant. Ariane 4. Quand Ariane 4 a été lancé, Ariane 5 était déjà en développement depuis 5 années. Quand Ariane 5 a volé pour la première fois, il n'y avait pas d'autre système de lancement, pas d'autres lanceurs en développement. Pourquoi? Parce que avant ça, il y avait eu un conseil des ministres de l'ESA et quand il s'est agi d'améliorer Ariane 5, c'est l'Allemagne qui a dû faire la plus grosse partie du travail et qui n'avait pas finalement les moyens parce que c'était le moment de la réunification. Donc on s'est dit que on est de toute façon trop fort pour le marché et finalement ça n'était pas vrai. Donc on a dû rattraper, on a dû développer d'autres choses. Et évidemment, tout ne s'est pas passé comme sur des roulettes, puisqu'on était vraiment dans le rush. Donc, tout l'argent qui aurait pu être utilisé pour le développement a été utilisé pour faire en sorte que la fusée vole. Donc, tout ce qui a été prévu pour Ariane 5 n'a pas pu être investi pour Ariane 6. Ariane 6 n'était pas en aujourd'hui, on aurait dû avoir le dernier lancement d'Ariane 5 et Ariane 6 n'est toujours pas prêt. Mais bon, une transition a été prévue, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, disons-le comme ça. Allons maintenant au-delà d'Ariane 6 et voyons comment nous pouvons éviter cet écueil à l'avenir. Pour discuter de ce sujet avec moi, j'ai Antonin Ferry, qui est le nouveau directeur des programmes futurs du groupe Ariane, Daniel Messler, fondateur et PDG de Isar Aérospatiale, et puis Antoine Bouvier, directeur stratégique chez Airbus. Et dans une vie précédente, vous travaillez également avec Astrium, qui a quelque chose à voir avec les lancements, je pense, et les lanceurs. Et puis de Kourou, monsieur Daniel Nogenschander. Est-ce que ce monsieur est en direct avec nous depuis Kourou? Apparemment, ça n'est pas le cas. Donc Daniel Neuenschwander, directeur transport spatial de l'ESA. En tout cas, c'est encore son poste actuellement, avant de passer à l'exploration humaine et robotique. Bonjour Paris. Première question, on avait un plan de transition pour Ariane 6. Le plan A est passé par la fenêtre, le plan B est pareil. Quelles leçons a-t-on pu tirer de tout cela pour que les programmes futurs ne subissent pas le même sort? Daniel, commençons peut-être par vous. Merci Stéphane. Bonjour de Kourou. Tout d'abord, je pense qu'il faut souligner que les missions que l'on doit lancer pour les institutions européennes, c'était donc prévu pour Ariane 6.2. On connaît la situation de remplacer Soyuz. Évidemment, Soyuz ne fonctionne plus pour des raisons assez évidentes maintenant. Mais donc, on s'est concentré sur le remplacement de Soyuz et pas d'Ariane 5. Et puis, il était question également de coûts. Avec Ariane 6, on a investi plus d'argent public dans le développement, dans la transition. Et donc, Ariane 5 est un véhicule fantastique, mais qui a vécu une situation difficile sur le marché commercial. Eh bien, nous payons une dette à l'avenir. Si vous me demandez
demandez quelles sont les leçons apprises, alors effectivement, a posteriori, il est assez clair que une ou deux Ariane 5 de plus aurait été mieux, mais voilà, c'est comme ça, et maintenant on doit se tourner vers l'avenir. Quel est l'avis du groupe Ariane pour cela? Merci Stéphane, merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Alors c'est une question difficile. Il y a une série de faits qui nous ont amenés à cette période de transition difficile. Et donc, je pense que ça nous donne un sens de la valeur de l'accès de l'Europe à l'espace. On comprend beaucoup trop souvent, qu'on tient pour acquis beaucoup trop souvent. Si vous me demandez quelles sont les leçons tirées pour l'avenir, eh bien, j'en vois trois. Tout d'abord, il faut commencer à préparer l'avenir très rapidement, très tôt. C'est ce que l'on fait. Ce que l'on fait avec deux programmes futurs. Donc, Prométhée, d'un côté, un nouveau moteur qui va utiliser du méthane oxygène liquide. Et donc, c'est vraiment la pierre angulaire de l'Europe pour la réutilisabilité. Deuxième technologie clé sur laquelle on travaille, c'est un démonstrateur de réusabilité. Donc, on doit penser aussi à changer les méthodes de développement. Nous avons pu le voir, il y a beaucoup d'acteurs innovants qui nous proposent de nouvelles idées. Alors, évidemment, c'est une inspiration pour le groupe Ariane. On essaie de travailler de façon différente. Alors, c'est une chose de faire ça pour des petits programmes, mais véritablement, ça pourrait être quelque chose à adopter. Mais on ne peut pas ignorer cela. La troisième leçon, c'est la coopération européenne. Comme vous savez, dans le groupe Ariane, nous croyons très fort en la coopération européenne. Nous pensons que c'est au cœur de l'industrie européenne des lanceurs, tant pour des questions de souveraineté partagée que de raisons économiques. Mais en tout cas, on doit être plus agile pour l'avenir. Avant de parler au business, je me tourne vers Antoine Nuvier. Antoine, Ariane 6, c'était la première fois aussi que l'industrie a investi autant, s'est lancé dans ce développement. Est-ce que c'était une bonne idée? Alors tout d'abord, en tant qu'actionnaire du groupe Ariane, je ne peux que soutenir ce qui a été dit par Antonin, anticiper les technologies, être plus agile et fournir quelques marges de manœuvre en matière de transition, mais aussi une conviction européenne forte. Aucun pays, aucune entreprise ne peut le faire seul, ne peut y arriver seul. Nous devons travailler la main dans la main, pas forcément là maintenant. Ce que l'on peut voir aujourd'hui, est-ce que Eugène Leroy a dit, et peut-être que Eugène, effectivement, vous devriez être sur cette scène aujourd'hui, mais en tout cas, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que l'on voit beaucoup d'initiatives. Il y a énormément de start-up. Daniel en est d'ailleurs un brillant représentant. Ce que l'on voit, en tout cas en Europe aujourd'hui, c'est finalement une vague d'innovation, une vague de nouvelles initiatives, une vague d'entrepreneuriat. Et tout ceci est une vague d'innovation. Bienvenue, j'en reviens Stéphane à votre question. Donc pour être les premiers, c'est la bonne combinaison d'expertise, de masse critique, d'innovation et d'agilité. Et si nous devons apprendre une chose du passé, c'est qu'en Europe, nous n'avons jamais pu
avoir ce cocktail fragile et pourtant puissant. Expertise, agilité, historique, etc. Nous étions très fragmentés. D'un côté, il y a les grands acteurs, de l'autre côté, les nouveaux arrivants. Et donc, je pense que nous devons trouver pas à pas notre place. Ça prendra du temps. Nous verrons qui réussit, qui échoue. Nous avons des grands objectifs pour Ariane 6, mais en tout cas, à un moment donné, pour la première fois dans l'histoire d'un lanceur en Europe, nous sommes vraiment sur le chemin de la convergence. Si je puis encore faire un commentaire, effectivement, on n'a pas réussi la transition entre Ariane 5 et Ariane 6. On est en retard sur Ariane 6. Nous avons clairement été impactés par la guerre en Ukraine avec Soyouz. Nous avons également eu l'échec d'un lancement. Donc pour nous, la première priorité, c'est un retour au vol rapide et solide. Un premier lancement solide et rapide et une bonne conclusion d'Ariane 6. Nous allons suivre étroitement tout ce que vos collègues font. Nous sommes très impressionnés. Je suis également impressionné par Johan et MyerSpace, qui est une filiale du groupe Ariane, mais qui est organisée en start-up. C'était bien le but, d'ailleurs. Et une fois que la situation sera plus claire, avec des nouveaux arrivants qui seront couronnés de succès ou pas, quand les lanceurs actuels seront de nouveau dans le ciel et pourront de nouveau livrer. Ariane 6 est très en retard. Le défi suivant, c'est simplement de voler. Une fois que tout ce paysage sera un peu éclairci, eh bien, je pense qu'effectivement, nous devrons trouver une certaine convergence. Alors, ça ne signifie pas que nous ne serons plus concurrents, mais en tout cas, nous ne devons pas être trop fragmentés parce que dehors, ils ne sont pas du tout fragmentés. La compétition fait rage et si en Europe, on est trop fragmenté, eh bien, on ne sera pas couronné de succès et on ne pourra pas survivre. Très bien, après tout ça, je voudrais vraiment savoir ce que veulent dire les nouveaux venus dans la famille, comment assurer l'accès souverain à l'espace en étant un acteur de plus finalement dans la salle. Alors, je ne vais pas encore tirer de leçon du passé. Quand le développement d'Ariane 6 a commencé, je passais mon premier examen de mécanique à l'université. Donc voilà, mais clairement, je me tourne vers l'avenir et je pense que l'une des leçons pour le continent européen, c'est de construire la résilience d'un point de vue gouvernemental ou du point de vue de l'agence spatiale. Nous ne devons pas avoir une seule dépendance. Pourquoi est-ce que les gouvernements auraient une dépendance unique? Et donc, c'est important. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir construire des capacités. Si on regarde ce qui se passe à l'extérieur de l'Europe, eh bien, c'est là que sont nos vrais concurrents, surtout à l'extérieur de l'Europe. Donc, à mon avis, pour les 5 à 10 années à venir, c'est là que la concurrence sera. Si l'Union européenne veut gagner, eh bien, il faut se demander comment lancer beaucoup de fusées à un prix peu élevé. Et c'est ça qui permettra vraiment d'y parvenir. Des entreprises comme Airbus et compagnie, je pense que nous devons vraiment nous concentrer là-dessus. Parfois, nous devons aussi prendre le risque de repenser certaines stratégies adoptées par le passé. Ce qui est très important, en fait, c'est de rêver grand et deuxièmement, construire une certaine résilience dans la structure technique et commerciale. Merci. Alors, effectivement, beaucoup de pièces à assembler ici. Donc, nous devons être européens, concurrentiels, produire beaucoup de lanceurs. Comment peut-on être concurrentiel quand on doit être européen? Peut-on être
européen sans être concurrentiel, comment mixer le tout avec les nouvelles technologies. Et si on produit beaucoup de lanceurs, c'est bien, mais est-ce qu'on a effectivement un marché? Effectivement, c'est une équation des plus complexes. Que dit l'ESA? Yes, we will have a market. We have an ambition Oui, for on a un Europe. marché. Oui, on a Europe une has ambition really pour l'Europe. to build up its capabilities L'Europe all across doit all renforcer domains, ses and I think capacités dans tous les domaines. you see that there will be a development Et of all vous the le verrez, sectors we are il y today aura un in. The développement de question tous is les up secteurs to dans lesquels which on level, travaille and aujourd'hui. for that, La I question think est we de have to be savoir very à quel niveau. Et donc, c'est là pragmatic and come où on doit with se montrer flexible and scalable pragmatique solutions when it et comes où to on space doit transportation services. And I proposer des think a lot of points solutions have been said. We from ESA, we solides et highly welcome adaptables. new Au players. niveau de We highly l'ESA, nous welcome accueillons à bras new ouverts technologies. We highly les nouveaux welcome venus, les also new nouvelles ways technologies, of going les and nouvelles preparing this manières également ambitious future. de We have préparer also to adapt from the public side. Let's cet be avenir very clear in the way we ambitieux, conduct pardon. procurement, in the Et c'est très way we clair dans are la manière also a dont nous faisons partner nos in appels risk d'offres. taking towards Nous sommes industry in également such a un situation. partenaire dans And at la the end of prise the de days, risque we par will have rapport à cette champions, and the number situation. of champions Et donc, en finale, on will be driven aura by the market. des I champions et think ceci today sera what is really dirigé par le positive marché. is that Je on pense both on qu'aujourd'hui, ce qui ESA est très developed launchers, positif, Ariane c'est 6 and que Vega C, even if sur both are not les flying lanceurs, today, Ariane 6, the Pégase, backlog is même quite si impressive on ils both ne launchers. I'm also volent pas encore, following le with a lot of retard, le backlog est attention the important. newcomers. Il y a, We have nous ESA suivons with également us avec beaucoup today. There are d'attention les others. nouveaux And you see that venus. there is a Certains sont real parmi nous dynamic, aujourd'hui, mais il and y en a this d'autres. has to Et be on peut le pushed. voir, il y a une Has to be véritable pushed from ESA dynamique. side. Et We donc, will go for l'ESA doit competition as long pousser. as we can. Nous And we will also pousserons la go for double compétition autant sourcing as que long as we can. possible. At the end of the Nous ferons day, également we will see what du is the double reality of sourcing the autant que market possible. and Il faut up to également which voir quelle est level la can we afford réalité du double sourcing. marché That's et also a point to be addressed, dans of quelle course. mesure on peut se permettre d'avoir ce double sourcing. Bien, j'aimerais maintenant avoir votre conseil à tous les trois, comme vous le souhaitez. Permettez-moi de commencer. C'est un très bon point, mais je pense que vous opposez d'un côté l'idée d'une approche européenne à la compétitivité. Et là, je ne suis pas d'accord. Effectivement, être ensemble nous fait peut-être perdre de l'agilité, mais on va plus loin. J'explique. On a une vision à partager. Je suis convaincu que la coopération européenne, c'est l'avenir. Je pense que nous avons commencé à mettre en œuvre l'histoire de lanceurs européens, tout pas forcément par la même entreprise, mais en tout cas des entreprises qui partagent des briques technologiques. Ce qui est intéressant, ce serait d'avoir une production à forte cadence de cette brique technologique. Ensuite, avec la cadence de ces éléments, eh bien, vous aurez plus de fiabilité et moins de coûts. C'est ce que l'on fait actuellement avec le P126, le moteur qui est commun à Vega et Ariane 6. Et demain, ce ne sera pas simplement ce genre de travaux. Le nouveau moteur sur lequel on travaille, Prométhée, doit être mis au niveau de la Commission européenne, mis à disposition au niveau européen. Et donc, c'est l'une des briques technologiques qui sera commune. J'aimerais vraiment savoir comment cela fonctionne, car vous n'êtes pas... Vous êtes une entreprise allemande et vous n'avez pas de fournisseurs de l'étranger. Est-ce un atout pour vous ou plutôt un fardeau pour aller sur d'autres marchés? Oui, alors tout d'abord, nous sommes plutôt une entreprise européenne. Nous opérons dans 5 pays.
Nous ne mettons pas de drapeau allemand sur notre fusée, nous allons mettre un drapeau européen. Je pense que c'est comme cela que nous devons réfléchir en Europe. Il y a une différence dans la façon dont nous devons mettre en place une industrie. Je pense que l'intégration verticale peut être un driver très positif au niveau financier, et nous avons été très surpris par le nombre de choses que nous pensions au début acheter de manière externe, mais en fait que nous avons réussi à faire de façon interne et à réduire les coûts. Nous faisons également donc une intégration donc verticale de notre fabrication, donc une fabrication optimisée. En ce moment, nous fabriquons 2 fusées par semaine, 2 moteurs par semaine. Donc, le défi que je vois pour l'avenir, ce n'est pas comment construire une fusée, c'est comment construire des centaines de fusées, car quand on parle aux clients, ils sont très intéressés par cette question. Et c'est quelque chose qui est très lié à l'inter-industrialisation et également au niveau des coûts pour atteindre donc un certain coût indépendamment de nos compétiteurs, parce que c'est très lié à la chaîne d'approvisionnement de nos compétiteurs, car nous pouvons être coincés avec quelques unités simplement. Donc je pense que c'est très important de rationaliser nos processus. Cet homme ici est très intelligent car il a des actions de tous les côtés. Oui, sans aucun doute. Je pense que nous devrions tous être très impressionnés de voir tant de nouvelles choses. Antonin nous parle d'un nouveau donc engin, d'une nouvelle machine, un nouveau moteur donc open source. David nous explique qu'il est intégré de façon verticale. Si nous avions Jean-Jacques avec nous, il nous dirait qu'il n'y aurait pas d'intégration verticale, que c'est faire ou acheter partout. Ce panel est la meilleure illustration de toutes les nouvelles idées que nous possédons, et je pense que c'est quelque chose de très intéressant à voir, et nous saurons dans les 2 prochaines années qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce que nous n'avons pas encore. Quelle est donc la recette du succès? Nous sommes tous ici dans cette pièce, et dans 2 ans ou l'année prochaine, nous saurons. Bien sûr, tout le monde ici se bat pour leurs propres intérêts, mais pas seulement, mais également pour les intérêts de l'Europe et pour les intérêts de la collaboration. Si vous me donnez une petite minute de plus, vous avez tant de questions. Ce sont des questions très complexes, alors je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais je vais vous répondre avec une autre question qui est un bon point de départ, et la première question à laquelle nous devons penser. Quel est le modèle commercial des lanceurs en Europe? Si nous ne commençons pas par poser cette question et à y répondre, quel est le modèle commercial? Eh bien, quoi que nous faisions en termes de compétitivité, d'innovation, de positionnement sur le marché, ne sera pas forcément la bonne solution pour la réussite. Donc si nous nous intéressons à l'extérieur de l'Europe, le modèle commercial des lanceurs est une combinaison intéressante et complexe de 2 modèles commerciaux, la souveraineté et le commerce. Dans certains pays comme le Japon, la Chine, l'Inde dans une certaine mesure, mais le Japon est véritablement le meilleur exemple d'un modèle commercial souverain et pur.
Il y a donc pour les lancements institutionnels, oui, il y a des exceptions, mais je suis ouvert au débat, j'essaye de faire un petit peu mon benchmark de tous les différents modèles, toutes les contributions sont les bienvenues, bien sûr, mais il y a une différence entre la souveraineté et le commerce qui dépend des acteurs. Donc, SpaceX est une combinaison très intéressante et très réussie de ces deux points, et ULA est beaucoup plus souverain et centré sur la défense. Alors, quel est le meilleur modèle commercial pour l'Europe? Nous devons d'abord répondre à cette question. Le modèle commercial de l'Europe sera une combinaison de souveraineté et de commerce. Cette combinaison doit être le centre de gravité et sera donc guidée par le volume de budget institutionnel, que nous le voulions ou non, mais la souveraineté dans chaque pays est soutenue par les fonds publics, car la souveraineté n'est pas seulement les fonds publics, mais c'est un objectif qui demande un partenariat à long terme et une coordination très proche entre l'industrie et les entités publiques. Et je pense qu'en Europe, nous avons une grande fragmentation des acteurs industriels, mais également, désolé Daniel, avec tout mon respect, avec tout le respect pour la Commission, etc., nous avons une certaine fragmentation des acteurs publics. Alors cette fragmentation devra trouver une façon sur le long terme de défendre ce modèle commercial. C'est un processus que nous devons commencer. Nous avons besoin d'innovation, de compétitivité, mais si nous oublions de définir ce modèle commercial, nous n'irons pas bien loin. Oui, un petit peu de darwinisme ici entre tous les acteurs que nous avons, mais c'est la nature. Nous parlons de lanceurs futurs, alors nous devons nous intéresser à la question de réutilisation, économique, ou au moins de durabilité, de contraintes durables. Alors, où en sommes-nous, chacun d'entre vous, car moi-même je ne produis pas de lanceurs, même si j'aimerais beaucoup le faire. Où en sommes-nous en Europe par rapport à ce sujet? Est-ce que c'est vraiment une question pertinente? Je pense que nous avons perdu Daniel sur cette question. Non, je suis là. Nous ne vous voyons plus, c'était pour ça. Alors, réutilisation, qu'en pensez-vous? Okay. Je réponds d'abord? Okay, thank you. So I think it's very clear. Oui, merci. Alors, je pense que c'est très clair. La réutilisation est très importante pour les prochains développements. Je ne veux pas parler de développement, mais bien des services que nous allons utiliser du côté public. C'est un élément très important, également très important comme complément de ce qui vient d'être dit par rapport au modèle d'exploitation et comment nous devons le construire. Mais d'abord, c'est très important de l'avoir dans nos futurs services. Deuxièmement, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour le faire. On parlait de Prometheus. Nous avons des moteurs qui sont réutilisés dans l'Europe et les États soutiennent cela. J'en suis très heureux pour évaluer donc la réutilisation, deuxième étape. Et je voudrais maintenant lier cela à un deuxième sujet, l'exploration. Nous avons également à ce niveau de la réutilisation, nous avons un programme Space Rider qui sont donc des outils qui sont réutilisés, recyclés et réutilisés et qui sont relancés. Et je pense que c'est très important dans notre capacité de réutilisation. Et nous voulons vraiment être des clients de ces services futurs de réutilisation. Nous voulons apporter notre expertise autour de la table car nous devons faire face au fait que l'Europe doit donc rattraper dans un
grand nombre de domaines en termes de réutilisation au sens technique. Les technologies sont en train d'être fabriquées, développées, et ensuite c'est à l'industrie de définir les risques de ces efforts et comment donc développer ce modèle commercial. Merci. Alors maintenant, nous allons demander à l'autre Daniel. Je ne suis pas sûre que vous faites partie des acteurs qui veulent réutiliser leurs outils. Alors d'abord par rapport au contexte européen, je pense que nous sommes en retard. C'est quelque chose que nous devons donc résoudre. La réutilisation est une question différente en fonction des véhicules de petite taille ou de grande taille. La façon dont nous le faisons est différente. Avec les véhicules de grande taille, on économise de l'argent avec le deuxième vol. Dès qu'on réutilise, on économise. Avec les véhicules de petite taille, on perd en comparaison de l'argent qui change votre cas donc commercial, mais ça apporte de la flexibilité. Donc, par exemple, nous sommes en train de construire cela avec un petit véhicule, notre cas commercial change. Cependant, nous pouvons servir un client avec un lancement de même type ou plus flexible. Et si nous voulions nous intéresser à d'autres clients de plus de 500 kg, par exemple, ce serait différent. Sur des véhicules de petite taille, cela n'a pas de sens au niveau physique. Avec les véhicules plus grands, cela est intéressant et de façon... Donc, plus le véhicule est grand, plus il est efficace au niveau structurel et plus c'est intéressant au niveau commercial, mais moins il doit être efficace en fonction dû à ses actions. Donc je suis d'accord avec Daniel. Pour les grands véhicules, je suis d'accord pour la réutilisation, mais pour les petits véhicules, il faut s'assurer que cela soit intéressant. Nous y travaillons dès le début. L'architecture de nos véhicules nous permet de les utiliser donc de façon non réutilisée au début, dans les premières utilisations, et ensuite de les réutiliser plus tard. Sauf si vous aviez quelque chose de très important à ajouter, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Vous parlez donc de la taille et vous dites que la taille est importante. En ce moment, nous parlons donc de plus en plus de la taille. Est-ce que c'est quelque chose que l'Europe doit prendre en compte dans son développement? Est-ce un sujet pertinent pour l'Europe? Est-ce quelque chose qui doit être fait pour nos lanceurs, nos grands lanceurs, nos lanceurs de grande taille? J'aimerais peut-être répondre à cette question. Merci beaucoup. Oui, c'est quelque chose auquel nous devons nous intéresser de très près, car nous devons comprendre cela tout de suite et pas dans 10 ans. D'abord, pourquoi ces véhicules de grande taille de plus de 100 tonnes, par exemple, sont développés en Chine? Cela répond aux besoins de souveraineté, à des missions d'exploration souveraine importantes, des affirmations de souveraineté, mais si nous avons mais ça a également un impact sur le marché commercial. La deuxième question est quel type de quel type de capacité a besoin l'Europe? Est-ce qu'elle a les mêmes besoins en termes d'exploration ou simplement des besoins commerciaux qui domineront? Et je pense qu'il y a deux projets très intéressants de l'ESA et de la Commission européenne. Vous avez peut-être entendu parler de cela. Le premier, Solaris, un projet
pour donc une station solaire spatiale, et le deuxième c'est Ascent, une étude de faisabilité pour des centres de données spatiaux. Ce sont des infrastructures qui demandent vraiment ce type de lancement. La question est la suivante: voulons-nous vraiment avoir les capacités pour les lancer de façon autonome en Europe? L'ESA nous a posé la question et nous sommes très heureux d'avoir reçu le contrat pour répondre à cette question. En ce moment, nous développons une architecture, une proposition d'architecture qui répondrait à cette grande question qui nous a été posée par ESA: comment lancer 10 000 tonnes en orbite chaque année. C'est absolument énorme. Nous ne savons pas comment faire cela, personne ne le sait, mais nous devons y répondre tout de suite et nous devons y réfléchir avec des yeux européens, c'est-à-dire que nous devons nous intéresser aux technologies, mais également aux impacts sous-jacents, et nous devons nous y intéresser tout de suite dès le départ, car quel est l'objectif? Donc de mettre une station solaire en orbite si en la lançant, on pollue moins que si on ne la lançait pas. Donc nous devons nous y intéresser avec des yeux européens. Voulez-vous ajouter quelque chose, Daniel? From my side, from Kourou? Well, I think Moi-même? it's interesting. We went from low Earth orbit to Oui, je pense que Solaris. c'est très intéressant. Nous sommes passés à des orbites à Solaris. Je pense que c'est très positif. Nous devons donc prendre des actions de ce type. Il faut réfléchir à ce qui va se passer autour de la Lune également. Et ce qui est très intéressant par rapport à cette question de réutilisation, de niveau de réutilisation et de système de lancement, c'est de regarder ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. D'un côté, il y a SpaceX, d'un autre côté, Blue Origin, et nous devons vraiment évaluer ce qui est en train d'être fait. Ils font face également à des défis techniques, et je pense que cela est une grande question. Comment positionner l'Europe dans ce jeu, dans ces efforts? Je suis d'accord avec Antonin quand il dit que c'est un sujet donc actuel. Nous devons vraiment travailler là-dessus tout de suite. Nous devons agir différemment, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Nous devons bien sûr commencer à agir maintenant. Donc je suis vraiment impatient de voir ce qui va donc être fait suite à ces études, et je pense que nous sommes sur le bon chemin. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ce que je ne comprends pas encore, c'est pourquoi l'Europe réfléchit toujours de façon très limitée. Nous devons construire des fusées européennes pour le marché européen. Mais alors, que faisons-nous pour les autres marchés? Pourquoi n'utilisons-nous pas des satellites européens sur les marchés européens? Nous ne faisons plus cela. À quoi doivent ressembler les prochaines fusées si nous sommes centrés sur l'européen? C'est ma vision personnelle, mais c'est une vision qui n'est pas très positive. L'Europe doit réfléchir de façon plus grande. Nous devons réfléchir plus loin. Je pense que sinon, ça ne fonctionnera pas comme nous le souhaitons. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que nous commençons à développer donc nos perspectives, nos visions. Quand on s'intéresse à Ariane 5, c'est commercial à 80%, surtout à l'extérieur de l'Europe. Bien sûr, je sais que c'était quand les États-Unis avaient un problème avec le Space Shuttle, mais nous l'avons fait. 80%, cela nous permet d'être, grâce à Ariane 6, d'avoir un grand nombre de satellites Amazon. Donc nous regardons à l'extérieur de l'Europe, et c'est là que le mélange entre le commerce et la souveraineté doivent s'allier. Par rapport à l'exploration, il y a un lien direct
entre ambition sur l'exploration, ambition d'exploration mentionnée par Daniel, et la vision de l'ESA, de la Commission européenne, la vision 20-30 plus de Joseph et les lanceurs. Le premier lien, c'est le plus nous sommes ambitieux sur l'exploration, le plus nous aurons besoin de lanceurs lourds dans des volumes qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons vu par le passé. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, il y a un grand nombre de synergies, des technologies communes entre les lanceurs et l'exploration de l'espace et la transportation spatiale. C'est sur cela que nous travaillons depuis de nombreuses années et le SM est un très bon exemple de ce que nous pouvons faire en Europe. La vision que nous allons développer pour les lanceurs est dans une grande mesure liée à notre vision européenne, liée à l'exploration spatiale. L'exploration spatiale est un objectif de paix, mais soyons honnêtes, quand nous parlons de souveraineté, une grande partie de cette souveraineté sont des activités de défense. Et ce n'est pas simplement pour le bénéfice d'un seul pays. Les Chinois ou les États-Unis veulent aller sur la Lune. Et tout cela est lié à des raisons de défense. Pour l'instant, je vois donc un grand nombre de discussions, d'options qui sont donc discutées, mais je vois une certaine convergence entre les capacités de défense souveraine que nous devons construire, l'exploration qui est une ambition, et la feuille de route des lanceurs qui doivent soutenir cette double ambition de souveraineté et d'exploration de l'espace. Bien, le temps file, je n'aurai pas le temps de poser ma dernière question, qui pourrait faire l'objet d'une autre table ronde, je pense. Donc, pour les 4 minutes qui nous restent, y a-t-il des questions dans la salle? Je vous en prie. Attention, merci de bien utiliser le micro, sans quoi les interprètes ne vous entendront pas. Alors malheureusement, cette question étant posée hors micro, l'interprète ne peut pas entendre et donc ne peut pas interpréter. Please, Daniel, by repeating the question, actually. Okay, so vertical integration requires also, having to raise a lot of money, and how we basically see that going into the future. I see building ESAR as a company very much as building a company, not such that in 2 years, after having done the first few flights to orbit successfully, going to the public markets, doing a SPAC, and 5 years later a company goes bankrupt. That's not how we see building a company. I see building a company as, for the next 30, 50, 100, 200 years, building a economically sustainable. Pour nous, c'est donc être durable. C'est vraiment faire un bénéfice. Si on regarde maintenant le long terme, eh bien, on construit l'entreprise différemment que si on allait en orbite une seule fois. C'est une stratégie complètement différente. Si je dois aller en orbite une fois, j'achète les choses et puis c'est tout. Mais je veux en fait sécuriser la sécurité européenne pour les 100 prochaines années. C'est la raison pour laquelle on se dit que ça vaut la peine, en fait, de choisir le chemin le plus compliqué, construire toutes les infrastructures en tant que telles, et puis construire au-dessus de ça. Au niveau économique, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Actuellement,
of building about 2 au rocket engines a taux week. de production, c'est 2 fusées par semaine. Vous pouvez imaginer le prix de ce qui est vendu par rapport à toute autre entreprise de fabrication de fusées sur cette planète. Il y a des investisseurs à long terme qui disent, eh bien moi je veux mettre plus d'argent pour avoir une véritable création de valeur ici. Et pour revenir à ce qui a été dit avant, nous devons également comprendre ce que l'on peut financer au niveau public. Si vous regardez l'Agence spatiale européenne et les relations avec l'ESA, eh bien les contrats que nous avons actuellement avec l'ESA couvrent 12 millions d'euros. Sur ces 12 millions d'euros de contrats, nous avons soulevé plus de 300 millions de capital risque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si j'ai un levier de facteur 10, 20 ou 30 de l'argent public? Et à ce moment-là, l'ambition européenne peut être véritablement plus correcte. Alors, je pense que les bonnes entreprises trouveront toujours des capitaux, pas forcément en Europe, malheureusement, mais je pense que les bonnes entreprises pourront toujours lever des capitaux. Merci. Je vois que le fond devient bleu, donc je vous propose d'applaudir très fort les membres de mon panel et je vous invite à revenir l'année prochaine.